Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream. C'est quoi ce happening de merde? C'est parce que je suis pas là depuis des mois, des lustres pour le début de l'émission. Ah, ça y est. Il arrivait C'est souvent j'arrive en retard. Et là, je suis là, mesdames et messieurs, je suis à l'heure. T'as vu Jean-Louis, au moins il est conscient de comment il nous traite. C'est toujours mon avion. C'est toujours mon avion, mon train, mon taxi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours les mêmes qui sont en retard et toujours les mêmes qu'on les excuse, hein, Jean-Louis. C'est les grands reporters, qu'est-ce que tu veux Ah faire, ouais, entre c'est deux ça. avions, deux trains, c'est la vie. On n'est pas peu fiers de notre happening avec Rémi. C'était complètement éclaté au sol. Vous avez en fait pendant le générique, tu sais, il se baisse, me dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Et c'était ce truc éclaté. En fait, je comptais lancer le truc et dire vas-y fais-le ton truc. Attends, j'arrive. Hop, je vous le remontre. Voilà, magnifique. Ah ouais, même Arthur Raté, à la régie, et il a réalisé qu'il n'y avait rien à montrer. Non. C'est raté. C'est ridicule. Pour la peine, je ne te dis pas bonjour. Comment vas-tu, Jean-Louis? Très bien. Tu vas nous parler de Grand Prix de Mexique. Du Grand Prix du Mexique, bien, absolument. Bon, tu vas nous parler aussi de ces trajectoires un peu en mode Forza Horizon où ça va dans l'herbe. Ah oui. Eh oui, il y en a eu. Il y en a eu des pénalités, il y a de quoi parler. Il y a de quoi parler. Mon cher ami, tu vas nous parler du Grand Prix de Malaisie avec Alex Marquez, bien évidemment, et puis de Pecco Bagnaia. Alors, c'est un coup je t'aime, un coup moi non plus. Ça s'arrête jamais, tes conneries. un phénix qui renaît de ses cendres. Et qui redescend, et qui remonte. Un petit peu comme moi, finalement. Je voulais que je vous le refasse. Non, c'est bon. Là, il va falloir arrêter. Je vous propose de démarrer tout de suite l'émission et on va parler de Formule 1. C'est parti. Bon, Jean-Louis, Grand Prix du Mexique, pourquoi est-ce que tu appelles ça le Grand Prix du point? Eh bien, tout simplement parce que Lando Norris a repris la tête du championnat du monde. Tout à fait. Il avait laissé, je crois, depuis l'Arabie Saoudite quelque chose comme ça, avec un point devant son équipier Oscar Piastri, ce qui est pas mal. Et puis, je dois vous rappeler qu'il y a également un point d'écart entre Ferrari et Mercedes pour la deuxième place du championnat du monde des constructeurs. Ah ouais. Ferrari a repris un peu mieux. Ferrari, ça va un peu mieux. Un peu d'espace, ça fait un point également, donc c'est le Grand Prix du point. Point. Ah ouais. Je sais que tu m'en as pas parlé dans ton édito, mais est-ce qu'on peut être tout de suite dans le récapitulatif des points? On a dit, Norris, il est reparti... Avec 357 points. Ah, Je 357. prends le relais. Vas-y. Oui, 356 pour Piastri, Oui. qui a quand même essayé de sauver les meubles. C'était pas loin d'avoir la tête du championnat. Ça s'est joué à un virtual safety car près. On y reviendra. Et puis Verstappen est à 321 points. Donc 321 il y avait un coup à faire, points. c'est dommage. 34 points de retard pour, je crois, ou 36. 36, pardon. Non, mais quel coup à faire? Il n'y a pas de coup en Formule Comment 1. ça, Non, on ne fait pas des coups. Il n'y a pas de vol, d'effraction, ni rien. On ne fait pas des coups. Tu viens pas avec ton Loxam pour monter... On non, réussit bon, une bref. course où on ne la réussit pas. Il a failli faire un coup quand même au premier virage. Mais Oui, bon. je dis Forza Horizon. Et Forza ben voilà. Horizon. Et voilà. Et pour Ferrari, donc un point de. Ils ont repris à 20 points devant Mercedes. Ça veut dire- 356. Et on ne parle pas de. 355. On dirait l'Eurovision. Ferrari, 1 point. Ouais, alors par contre, Mercedes et McLaren surtout, 600 et des bananes. Donc. Ah ouais. Bon, c'est quoi ton analyse de ce Grand Prix? Qu'est-ce qui t'a marqué, Jean-Louis? Une course très animée. Oui. Très animée. Un beau départ. Dans toutes les étapes du Grand Prix et tous les compartiments, mais quand même un peu rasoir pour ce qui concerne le titre mondial. Ouais. Notre ami Lando Norris était loin devant. Il a fait une course, je lui mets 20 sur 20 d'ailleurs, il a fait une course exceptionnelle. Tiens, allez, tous les deux, ça fait combien de temps qu'un vainqueur ne s'est pas posé avec 30 secondes d'avance sur un Grand Prix de Formule 1? Depuis Je sais pas du Norris, tout. je pense, et c'était à Zandvoort, non? Quand? Je dirais 2020. Ça fait un moment, 30 secondes. Attends, 2023 22? Non, peut-être que je me trompe, je sais pas. Moi non plus. Ou alors c'était Verstappen. Bah vas-y, va au Je bout sais pas. maintenant. Je leur pose Ah une bon, question. bah, Ah c'est le d'accord. spécialiste. Ah non, mais s'il n'y a pas la réponse, Non. ça va Non, tomber, mais- on va chercher. Alors on chercher. continue. Vas-y. Non, ben voilà, c'est tout. Grand Prix du Mexique, c'était intense, Ouais. je dis, à tous les étages de la course, sauf pour le titre mondial, parce que Norris s'est tellement échappé loin et vite que franchement, il n'y avait absolument pas d'intensité dramatique dans sa façon de mener le Grand Prix. Mais il a été, je le répète, exceptionnel sur ces deux grands rivaux, et puis je lui mets 20 sur 20 parce que ça vaut le coup. C'est Une course vrai. comme ça vaut vraiment le coup. Mais il y a un secret, je vous le dirai plus tard. Et il y a aussi quelque chose qui s'est passé sur ce Grand Prix du Mexique, une image un peu insolite. Je crois que c'est Lawson qui est à l'image avec des commissaires de piste qui vont ramener quoi? Des débris et Lawson arrive, pleine balle, Bah, ça fait un drame. Alors attends, pleine balle, oui et non. Ah oui, C'est-à-dire quand que même, c'est à la enfin. suite de ce qui s'est passé au premier virage. Mais il faut quand même comprendre que le Mexique, ça a toujours été à la fois chez les commissaires sportifs, non, chez les commissaires de piste, pardon, et même chez les spectateurs,
spectateurs des Grands Prix où il y avait pas mal d'accidents. Je vois encore Jackie Stewart au premier Grand Prix du Mexique, qu'il courait, dire aux spectateurs écartez-vous. Ils passaient entre une haie Maintenant, il y a des barrières. Mais il s'est passé quoi là? Alors, au premier virage, il y a eu un petit contact. Oui. Bon, il faut enlever les débris. Et sauf que Lawson, il s'arrête au stand, lui. C'est une voiture qui est seule, alors que j'imagine que la direction de course n'a pas forcément... Enquête ouverte, enquête ouverte quand même, parce que ça, dans les... On n'aime pas. Oui, dans les moments de sécurité que l'on vit beaucoup en ce moment en Formule 1, ça c'est intolérable, et c'est un peu vrai quand même, parce qu'une voiture, même qui rentre au stand, il se fait couper en deux. La faute à qui? Au directeur de course, concrètement La faute au chef de poste qui a envoyé les gars chercher, à moins que les gars aient pris leur initiative eux-mêmes pour aller traverser la piste. Le vrai problème, c'est qu'ils ont retraversé. Je pense que s'ils étaient allés à l'extérieur, s'il n'y avait pas de souci, mais leur poste était à l'intérieur du virage. Ouais. Dommage. Dans les stars, vous voulez que je dise la suite? Derrière Norris, je mets Leclerc et Verstappen. Je mets Charles a été sauvé par le gong, on l'a vu, Charles Leclerc. Il y a une voiture de sécurité. Ah ouais, avant-dernier tour, mais on aurait que le Grand Prix Explorer là. C'est quoi ce délire? Non, alors. C'est Sainz. Joe l'embrouille, il a encore fait un truc là. Oui. Alors en plus, il avait pas son bouton pour caler la bonne vitesse dans les stands était déréglé. Donc il a eu une première alerte en disant bon, hop, pour passer, vous avez une pénalité, hop, puis vous recommencez, il faut repasser par les stands. Donc il n'allait pas s'arrêter en permanence avec son bip qui ne marchait pas. Donc finalement il a eu une panne. Et la voiture de sécurité virtuelle est intervenue. Et il nous a donc bien gâché le Ah oui, trop longtemps. Grand désespoir, oui. grand désespoir des Américains, je me marre toujours, quand ça arrive, ils détestent ça. Mais oui. Non, mais déjà, surtout, il y avait deux batailles, Jean-Louis. Il y avait deux batailles. Il y avait la bataille pour la deuxième place entre Leclerc et Verstappen, et il y avait la bataille entre Piastri et également Berman. Oui, c'est ça. Enfin bref. Voilà, donc, mais c'est dommage. Il n'y avait pas tant de danger que ça sur cette... Alors, il y avait quand même un petit danger, c'est que la voiture n'était pas mise complètement dans le sifflet. Pas très bien placée, c'est vrai, mais enfin, on est en Formule 1 ici. Oui. Comme dirait Jean Alési, on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, non, mais un tour de virtual safety car, ok, le deuxième, c'est un peu... Et puis, de toute façon, vous devez bien penser à tous, et vous le savez, en moto, c'est pareil. Une fois que vous avez vu quelque chose, vous savez qu'au tour suivant, c'est encore là. Donc ça, les pilotes, ils le voient bien, ils ont l'œil pour ça. Donc c'était un peu bête. Ça a tronçonné le dernier tour, qui aurait pu valoir Max Verstappen la deuxième place. Ouais. Et plus de points pour Piastri qui aurait pu rester en tête du championnat. Je voudrais rajouter 3 bonhommes qui m'ont vraiment impressionné. Oli Berman. Meilleur résultat d'une Haas depuis Romain Grosjean. 20 ans, 23 Grands Prix dans les pattes et qui nous sort une course de briscard. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture marchait bien, il était en feu. Comment tu l'expliques ça? Non, mais l'autre marchait bien aussi. Ouais, Ocon était pas mal. Oui, il a fait P9 à la fin. Pardon? Il a fait P9. Oui, il marque des points aussi. C'est au départ qu'il arrive à prendre l'avantage parce qu'il y avait tellement d'avantages sur ce circuit du Mexique d'avoir le clean air, d'avoir finalement peu de voitures devant soi, que Berman, une fois qu'il a pris les places au tout début, ensuite il a été en mesure de maintenir son rythme. Et puis je vais quand même mettre Piastri qui s'est bien battu et qui a sauvé les meubles. Pour la course au titre mondial, malgré tout. Même si Norris s'est passé devant, il a quand même sauvé les meubles, il n'est qu'à un point. Je suis d'accord. L'ascendant psychologique, là, Norris, il marque des points. Il n'a jamais fait mieux que 8e, Piastri, sur ce circuit du Mexique. C'est un circuit qui ne lui convient pas vraiment. Faire chauffer les pneus dans des conditions où la piste est très très difficile en termes d'adhérence, c'est pas une piste qu'il apprécie. Donc là, il a fait son meilleur résultat au Mexique. Berman, Piastri, c'est qui le troisième? Hamilton. Non. Antonelli. Antonelli? Bah oui, il a pas mal marché du tout. Puisque Russell, derrière son chef de file, dit « je suis plus rapide que lui », etc. Laissez-moi passer. Non, il dit pas « je suis plus rapide que lui ». Oui. Il va se mettre à l'auto son équipe, il a pleuré, il a fait la pleureuse d'accord. Et si jamais je passe pas bien mal, je rendrai la place. Et à la fin, il était obligé de la rendre parce qu'il n'était pas plus rapide. Il n'y a pas que ça. Il n'était pas plus rapide. Il est représentant des pilotes. L'interview qu'il a donnée à la fin, il continue de pleurer, de se plaindre, et il taille et Verstappen, qui de toute façon, il s'en fiche, il lui réglera son compte. Oui, il a raison, Verstappen, de détester un Russell. Et il taille aussi Hamilton dans l'interview, vous avez noté. Le gars a déjà pris 10 secondes de pénalité. Non, là, Russell, il a été zéro et pleureuse. Mais quand tu te comportes comme ça, la façon dont il a parlé à son
chef mécano. À un moment, non, il va se les mettre à dos parce qu'ils vont plus en pouvoir. Chef ingénieur. Combien de fois il a jeun? Non, beaucoup. Là, beaucoup. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. On le voyait, il gueulait sur son. Surtout qu'il estimait que Antonelli n'était pas capable d'aller chercher Berman. Donc moi, je vais y aller. Il est pareil. Il n'est pas allé du tout. Je n'ai pas compris. On voulait sûrement vu passer sur les réseaux. Mais pourquoi Russell, il a fait sa petite aventure dans les tribunes et il dit ouais, Rehan, c'est ma voiture. Il disait c'est quoi qui roulait ça c'est parce que le vendredi matin. Oui, mais pourquoi il y a un mec qui a roulé dans sa caisse? Le vendredi matin, vous êtes obligé. Chaque équipe est obligée de donner un volant le vendredi matin à la première séance d'essai. Et il y avait, je ne sais plus qui... Frédéric Vesti. Il y avait Vesti, d'ailleurs, dans sa voiture. Et lui, il est allé voir discrètement comment se comportait la voiture, dans la foule, donc avec un masque. Avec le de catcher, ouais. Bon, après, non, pas de catcher. Si, c'est le catcher mexicain. Lucho Libre, oui, c'est ça. Oui, voilà, exactement. C'est comme de là que vient ce masque de Spider-Man, quand même. Respecte Jean-Louis. C'est vrai. Bah oui, ça vient là, le premier masque. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Berman, il a donné aussi son volant. Bien sûr, mais il y en a beaucoup. Donc il a eu une séance en moins, et malgré ça, il fait son grand prix. Elle n'est pas très, très intéressante, cette séance FP1. C'est pour ça que toutes les équipes, ou globalement, font rouler souvent au Mexique. Théo Pourchère a fait ses débuts en Formule 1 ici. Il y a beaucoup de jeunes pilotes qui peuvent rouler. Je le découvre, ça. C'est quoi? C'est genre une fois par an, tu dois lâcher un FP1? Deux fois par an. Deux fois. Et là, ils l'ont quasiment tous fait en même temps. Ouais. Et d'ailleurs, je crois. Il y avait Paul Aron, qui était chez Alpine. Non, mais Verstappen ne doit pas redonner une fois son volant? Si, tout à fait. Ça sera à Abu Dhabi, normalement. À Abu Dhabi. La dernière course. Mais d'accord, parce que c'est vrai que j'ai vu passer sur il est chez lui. Il est chez lui, ça c'est sûr. Et ses adversaires seront à bout. Course avec lui. Bon, sinon, on a vu sur ce Grand Prix du Mexique un Hamilton qui a tiré tout droit. Et il y a eu 10 secondes de pénalité. Je l'ai dit, il s'est cru dans Forza Horizon. Il y avait une sorte de mini-route pour d'échappatoire. Il a tracé tout droit. 10 secondes, est-ce que c'est mérité ou pas selon toi? C'est un peu trop. Ouais. Moi, j'aurais mis 5 secondes. Ouais. J'aurais mis 5 secondes, ça méritait ça. Bon, parce qu'il a commencé à la prendre, cette piste, puis finalement, c'était trop lent, il a filé tout droit. Est-ce que c'est il n'a parce pas qu'il rendu la place. Non, je pense que c'est ça qui sert. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que l'équipe aurait dû lui dire, on rend la place. Ils ne lui ont pas dit. Mais on dirait une piste cyclable de Center Park, son truc. Non, mais sans déconner. Il sait qu'il doit rendre sa place. Verstappen, il a rendu sa place. C'est mieux. Verstappen a rendu sa place. Il a rendu sa place quand il est sorti au début, dans le départ. Non, mais là, pourquoi il ne l'a pas laissé sa place? Parce qu'il a estimé qu'il était devant son adversaire, même par l'extérieur. Et après, il a coupé. Il a fait la même chose il y a des années, Jean-Louis. Je ne sais pas si tu te souviens, à Abu Dhabi. Il coupe la chicane et après, il relâche. Il avait gagné beaucoup plus de temps. En Arabie Saoudite. Moi, je pense que là, à ce moment-là, les commissions ont dit non, il faut préserver Verstappen. On va donner déjà 10 secondes à Hamilton. Il faut préserver Verstappen parce que dans la course au titre mondial, il nous intéresse beaucoup. Ça fait un troisième bonhomme qui peut arriver. J'ai pensé la même chose, on aurait dit à une gestion de course à la Bernier Ecclestone. Exactement. Voilà, j'ai pensé ça. C'est vrai que pour Verstappen, lui, il n'a rien eu. Il a fait sa touchette. Parce que lui, je sais, c'était un bloc pass qu'il a fait. Oui, il y a eu plusieurs faits. Au premier tour, je sais que beaucoup sont tombés sur Verstappen. Il y a aussi Leclerc qui a coupé. Il y a aussi Antonelli. Et au premier tour, on a un petit peu cette façon de gérer en se disant on est un petit peu plus là-dessus. Par contre, quand il était face à Hamilton, il a coupé, mais il n'a pas pris de place. Donc en fait, il a relâché. Il a coupé, ok, mais il était derrière. J'adore les décisions de la FIA. Donc voilà, c'est le problème, c'est qu'on juge les conséquences et pas forcément les actes. Et ça fait un moment qu'on le dit. Donc là, les 10 secondes, en fait, je pense qu'il s'est fait avoir sur le fait que ça, c'est évoqué dans le briefing du directeur de course. On dit, comme à Monza, il faut prendre cette fameuse ligne pour pouvoir finalement perdre du temps parce que la piste, elle va vraiment à l'intérieur pour repartir. Alors que là, quand tu coupes complètement. Donc, je pense qu'il s'est fait pénaliser assez lourdement parce qu'il n'a pas respecté les instructions du directeur de course. J'imagine. On a beaucoup parlé ces derniers temps de Piastri, de sa perte de régime, mais sans vraiment y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu y vois un petit peu plus clair, Jean-Louis? Alors, j'y vois un peu plus clair, et je ne vais pas accuser directement Piastri, je vais surtout mettre Norris en exergue. Parce que j'ai parlé à mon ami ingénieur, mon ami Irfan, que je cite souvent, et il m'a donné un secret que j'ignorais complètement. C'est-à-dire que tous les pilotes ont ce qu'on appelle le delta time, c'est-à-dire leur meilleur temps, que ce soit en essai ou en qualif ou en course, affiché sur un côté du tableau de bord. Et dès qu'il s'en approche, Piastri, il est tellement dans sa course au titre mondial qu'il ne prend pas de risque. Depuis quelques Grands Prix, m'a dit Irfan, Norris a fait supprimer ce delta time. Il préfère prendre ses propres risques, attaquer comme il le faut, en l'occurrence ayant comme seule indication
le comportement de sa voiture. Non, mais ça très bien, mais ça c'est pour Norris. Mais est-ce que Piastri l'a toujours, ce delta time? Il l'a toujours. Voilà, c'est ça. Et psychologiquement parlant, ça n'aide pas trop, selon Norris en tout cas. Et ce qu'il a fait Norris en le supprimant, mais depuis un certain temps déjà, c'est-à-dire qu'il ne se fixe que sur les limites de la voiture. Ainsi, démonstration, tour de qualif, il a mis tous les vibreurs, il restait de temps en temps une seule roue du côté de de l'autre côté de la ligne blanche, la bonne, il a mis tous les vibreurs dans sa poche, alors que Piastri ne l'a pas fait. Et résultat, le tour de qualif, il est éblouissant. Mais c'est pas logique. Parce que jusqu'à maintenant, depuis 3-4 Grands Prix, il était chasseur, Norris. Ah oui. Alors que l'autre était en position pour la première fois de sa vie des champions du monde et de gérer. Est-ce que ça ne va pas changer maintenant? Je pense que ça va changer. Psychologiquement parlant, il n'a pas voulu se donner ce frein que Piastri s'est mis. Voilà. Je pense que le secret est là. Et d'ailleurs, Grosjean l'a un peu dévoilé dans son commentaire. Pour moi, Grosjean, c'est le meilleur commentateur. En parlant du Delta Time, justement, le meilleur temps affiché, son propre meilleur temps, affiché sur le tableau de bord. Pourtant, et je pense que ça, ben oui, mais si psychologiquement, je tourne en une 20.2, si je tourne en une 20.1, je peux être dehors. Non, je vais rester autour d'une 20.2 ou une 20.3. Ok. C'est ça. Et donc, mais là, il va lâcher les chevaux. Lui, il a les limites de la voiture. Point. Et il prend des risques et ça paye. Puisqu'il reprend la tête du championnat du monde. Ça doit lui faire du bien au moral. On s'attend à quoi le prochain GP? C'est dans 15 jours à São Paulo, au Brésil, Interlagos. Alors, on sait très bien que Interlagos, l'invité surprise, c'est la pluie. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a souvent. Et s'il pleut, Verstappen sera devant. Non, c'est pas ça, c'est c'est l'an dernier. Et Alpine aussi. C'est l'an dernier où les qualifs ont eu lieu le dimanche matin, je me rappelle. Hein, alors Alpine, non. Pourquoi pas? 7e Grand Prix sans marquer de points. Ah là. Ça commence à faire. Il n'y a pas eu de consigne de course. Incroyable, entre Colapinto et Gasly. Pourtant, Colapinto était plus rapide avec ses pneus. Qui a fait du latin ici? Un peu. Errare ou Manumest. Non, c'est pas ça. On dirait Caton l'Ancien, qui à chaque fois disait « Et de l'Inde de Carthago ». Lui, alors on en est où d'Alpine? Ils ont 0 point encore. Puisque tu viens de dire que c'était le meilleur consultant, c'est Romain Grosjean qui l'a rappelé dans le commentaire. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je m'en souvenais pas. Au bout d'un moment, j'ai lâché prise. C'est sûr. Hein. Non, mais c'est dommage. Mais là, on sait très bien qu'il n'y a pas d'avancée majeure sur les Alpines. D'ailleurs, sur les McLaren non plus. C'est ce qui peut permettre à Verstappen d'aller se battre jusqu'au bout. Justement, Verstappen et Red Bull ne fait pas l'erreur qu'a commise, je pense, Jean-Louis, BMW à l'époque avec Robert Kubica. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est tout à fait exact ça. Car il faut quand même donner un petit peu d'évolution. Et Laurent Mekies, je le félicite une nouvelle fois, a dit à Red Bull, on ne peut pas rester comme ça, il faut faire les choses. Et ils ont poussé avec Verstappen, qui fait partie du briefing technique de proche, on va faire ça, ça et ça, et c'est comme ça que ça a redémarré pour Verstappen. On fait pas, la morale, c'est on ne fait pas une croix sur le titre mondial tant qu'il n'est pas fini. Voilà, c'est vrai. Et il n'est pas très loin. Pushing, comme on dit. Attends, il reste 2 courses. C'est pas facile, évidemment, mais ce que j'allais dire. Il va rester quand même quoi 4 Grands Prix, je ne sais même plus combien. Il y a quoi? Il y a São Paulo, Las Vegas et Qatar et Abu Dhabi. Il en reste 4, dont des week-end sprints. Donc il en reste encore beaucoup des points. Il est à un petit peu plus de 30 points, Verstappen. Si les deux McLaren se neutralisent et se prennent des points chacune l'un à l'autre. Et personne ne me demande pourquoi Ferrari ça va mieux. Et pourquoi Ferrari ça va mieux, Jean-Louis? Moins d'essence, je pense. Non, Ferrari ça va mieux parce qu'ils font. Fred Vasseur l'a dit dans une interview, ils font beaucoup plus attention à l'opérationnel, c'est-à-dire au moment où il faut exploiter les voitures. Et ça, il y a peut-être une différence entre la Scuderia Ferrari d'un côté et Hamilton de l'autre, qui vient de chez les Anglais. Et les Anglais, c'est le pragmatisme qui compte, avant tout. Et l'opérationnel, c'est ça, c'est le dernier petit détail qui peut nous apporter 1 millième de seconde. Ils le font. Et Fred Vasseur a parlé de l'opérationnel qui avait progressé, sur lequel ils avaient travaillé. Donc, ceci explique peut-être cela. On espère. Et comment, tu penses, psychologiquement, un champion avec le palmarès de Lewis Hamilton, il prend les 2 derniers podiums de Charles Leclerc, alors que lui n'est toujours pas monté sur le podium. Est-ce que tu as vu, alors pour le coup, j'ai trouvé que c'était une leçon de communication, parce que comme Valentino Rossi, il est très fort. Est-ce que tu as vu l'interview d'après Grand Prix sur Canal, comment il a été? Alors là, lui, il n'a pas fait du Russell. Ça a été très très court. Il a surtout, comme il savait qu'il ne voulait pas disjoncter, c'était de l'école de communication. Mais t'imagines, parce que là, il aurait peut-être pu faire son premier sans podium. les 10 secondes, je pense sans le coup de Trafalgar, c'est passé au départ, il aurait peut-être pu. Mais
attention, parce qu'il aurait, la stratégie de Verstappen et de Leclerc, ainsi que celle de Norris, était très bonne de faire un arrêt. Verstappen s'est décalé en termes de stratégie. C'était juste, mais ça a marché. Ça va quand même mieux pour Hamilton et pour Ferrari, donc attention 2026. On peut attendre qui, parce que c'est vous les spécialistes sur San Paolo, vraiment là, un pilote comme ça, on sait qu'il aime ce circuit. Non, mais tous les grands pilotes excellent à San Paolo, à Interlagos, tous. C'est pour ça que je te demandais, parce que je me dis, mais ça doit être un peu il n'y a pas eu de vainqueur de pacotille. À Interlagos, il faut y aller. En plus, c'est un circuit qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est vrai. En plus, c'est un circuit, contrairement à ce qu'on croit quand on le voit, qui est court. Il y a beaucoup de tours, et donc il faut avoir une cadence. La cadence, c'est le secret. La cadence, le rythme, il faut avoir ça. Et ça, les grands pilotes ont ça dans la poche. Ouais, on suivra ça. D'ailleurs, je vous le dis, cette fois, le planning est sûr et certain. Nous, on reviendra le 17 novembre pour justement le débrief de San Paolo et de Las Vegas. Et de la finale de moto. Oui, mais là, on parle de Formule 1. Non, mais eh ben, ça tombe bien. Ok, bon, bah vas-y. Ok, et bah tout de suite, la moto pour Anthony Brevet. Juste avant. Non, bon, d'accord, ok, bah niquez-moi mes lancements, ok, vas-y. Vas-y, Rémi. Et la réalisation, parce qu'on avait déjà parlé. On en parle de la réalisation cette fois-ci. On n'a pas vu les girlfriends. Non, on n'a pas vu les girlfriends. On a vu. Non, j'étais content que mon ami Jean Alési serve de garde du corps à Holyfield. C'était drôle. Parce qu'il fait quand même une armoire. Sur la dernière partie de course, combien de fois d'ailleurs Julien Febvreau l'a signalé, on n'a pas vu les dépassements, on ne les voit pas. Il a raison. Il n'y en a déjà pas beaucoup par rapport à la moto en Formule 1. Si en plus on les montre, j'ai le réserve, on les montre pas. Ça m'a pas choqué, moi. Ça m'a pas choqué. J'ai mis une opinion. Je me dis que comme on leur a dit attention avec les filles, les machins, et les fiancés, et les stars, arrêtez-vous. Je me demande s'ils sont pas en train de se chercher un peu. Moi, ça m'a pas choqué, honnêtement, parce que si c'est pour voir une bataille pour la 9e place, on n'en a rien à faire. Là, ce qu'on suivait, c'était. des beaux trucs. Non, mais d'accord, mais là, ce qu'on suivait, c'était quand même super intense, et je crois pas qu'on l'ait raté, entre Leclerc et Verstappen, et entre Piastri. D'être 9e en Formule 1, d'être le 9e au monde. Rien. Moi, je veux la victoire, monsieur. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, il y avait de l'intensité, il y avait 2 batailles incroyables. Oui, tu es d'accord qu'il y ait des dépassements qu'on n'a pas vus. Oui, non, plein. D'accord, on n'a pas vu peut-être les dépassements pour la 14e place. J'ai dit que c'était un Grand Prix très animé, sauf pour la course au titre mondial, qui était un peu rasoir, étant donné la force de Norris. Je dis ça au début. Voilà, je ne suis pas d'accord avec monsieur, là, en face. On va pouvoir passer à la moto, parce que, voilà. Je sais pas, peut-être je vais faire un lancement, c'est bon. Vas-y. Ça va, c'est bon pour toi, Rémi. On reprend les choses en main. Voilà. Tout de suite, la moto. Il a retiré, il l'envoie pas. Bon, vas-y, je quitte ce plateau et vous me saoulez. Ah, attends, Jean-Louis, j'ai une idée. Non mais ils ont bu. On se croirait sur Stream VF, quoi, c'est n'importe quoi. On essaie d'être un peu sérieux, quoi. Non. C'est lamentable. Bref, c'est bon, Rémi, ça va? Moi, je suis prêt. Non, parce que moi, je suis prêt. Mais t'as vu Jean-Louis, il empêche? Une fois, il ne bouge pas beaucoup. Il est calme. Quand même. Voilà. Quand même. Parlons du Grand Prix de Malaisie. L'apothéose pour Alex Marquez. Il a fini 2e au sprint. Et la victoire... Voilà, on a vraiment les 2 Marquez au top niveau. C'est la première fois que ça arrive, on en a déjà parlé, mais c'est fou. Première fois de l'histoire, il est vice-champion du monde 2 courses avant la fin. Là, c'est sûr, il est vice-champion du monde? Ah oui, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Incroyable. C'est absolument incroyable. Et il a même, dans une interview, dit, et c'est pas idiot, les 2 frères, vous le savez, sont très proches. Il a dit, quand mon frère galérait sur la Honda, j'ai poussé, je lui ai dit qu'il fallait venir essayer cette Ducati chez Grésili. Ici, je ne l'avais pas forcé, très probablement, parce que je ne pense pas que Marquez aurait été champion, même s'il est très fort avec la Honda, même si on va voir que Mir a fait un podium, il aurait probablement été champion du monde cette année s'il n'y avait pas eu son frère qui avait changé de marque. Eh oui. Je ne sais pas, parce que quand même, Marc a beaucoup aidé Alex aussi. Les 2 frères sont vraiment très proches. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a eu ça aussi? C'est pas une pince. Il a quand même été champion du monde Moto 3, champion du monde Moto 2. Il est vice-champion du monde Moto GP. C'est pas une pince, mais s'il n'a pas son frère pour le guider, est-ce qu'il est capable, Alex Marquez, si, quand même? Mais oui, il n'est pas sur la moto, son frère. Il faut savoir la piloter quand même. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que ça peut changer quelque chose, les 2 frères champions du monde, vice-champions du monde, pardon, pour qu'il y ait une tension, une jalousie, une rivalité, absolument. Ou même coéquipier, pas sur l'année prochaine, mais dans les 2 ans à venir, ça pourrait pas être incroyable. Un team avec les 2 frères. Le père, Julia, toute cette famille, Cervera, ça marche ensemble. Elle est cultissime, cette photo où il y a les 2 petits. La tête qu'ils ont là, quand ils sont enfants. Ah, c'était un annonciateur, oui. Je pense qu'aucun directeur de course d'équipe prendrait les 2 frères. Ah, tu crois?
C'est impossible, c'est eux qui feront la loi. Évidemment, tu prends les 2 Marquez dans un team, je peux te dire que ça va défiler au pas cadencé derrière eux, mais pas devant eux. C'est eux qui prendront la tête du... Ils resteront frères ennemis. Non, pas frères ennemis, frères amis, justement. Frères amis, mais dans deux équipes différentes. C'est ce que je veux dire par là, bien sûr. Oui, ils resteront frères amis, bien sûr. Ah ouais, ça aurait été énorme. On en parle chaque semaine, c'est le feuilleton, et mieux que les feux de l'amour. C'est Pecco Bagnaia. Alors ça y est, là ça va mieux, il renaît de ses cendres, le phénix. Attends, le samedi. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à un moment ça va, à un moment il est au fond du trou? Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est la question que tout le monde se pose. Et alors déjà, quand ça va bien dans sa tête, on vous l'a dit, ça une chose, j'en suis certain, c'est que c'est mental. Voilà, donc au Japon, Marquez joue le titre, donc il ne peut pas y aller à fond, lui il aime bien ce circuit. Après il plonge, il est catastrophique, à la limite du ridicule sur l'Indonésie et l'Australie. Là, le revoilà à nouveau comme au Japon qui fait la pole, qui gagne la sprint. Il adore ce circuit. J'ai pensé qu'il allait gagner. Alors, première information très importante, effectivement, c'est son circuit fétiche, mais dire une phrase avec un gros mot, parce que je vais citer l'Italien qui me l'a dit, il leur a tellement cassé les couilles. Avec sa moto, c'est pas la même. Il se demande, et si sur cette course-là, il lui avait donné la moto de Marquez? Quoi? Mais non. À la limite, il a tellement, puisqu'il n'est pas là. Mais attends, mais tu sors. C'est une rumeur ou c'est une connerie? C'est une rumeur, ça. C'est un Italien qui me l'a soufflé, mais. Ah, c'est intéressant ça. Parce qu'il aura tout fait là, ils en peuvent plus de lui entre l'Indonésie et mais même Dall'Igna ne comprend pas. Gigi Dall'Igna ne comprend pas ce qui peut se passer. Personne ne comprend. En tout cas, on pensait qu'il allait aussi gagner la course longue. Il n'était pas loin de le faire. Il l'aurait pas gagné, il aurait peut-être fait 2, voire 3. Et, alors là, pas de chance pour le coup, parce que ça n'arrive jamais. C'est Piero Taramasso qu'on a reçu ici, qui a donné l'info à Laurent. Alors en Rigal, il a crevé. Il a crevé. Regardez derrière, ça n'arrive quasiment jamais. C'était sans doute un débris de carbone. Oui, parce qu'il y a eu des petits contacts au début de course, donc c'est possible. Mais c'est quand même dingue, parce qu'il s'est retourné, et puis on se demandait si c'était la chaîne, on voyait rien, et puis en fait, c'est le pneumatique. Mais là, avec des résultats en dents de scie pareil, Bagnaia, c'est... Là, la trêve hivernale, elle va être compliquée pour lui. Déjà, peut-être, mais la chance qu'il peut avoir, Rémi, c'est que les Aprilia, ce week-end, elles n'étaient pas là. Non. Mais avec les points qu'a pris quand même Bezzecchi en étant dans le coup, il va finir, s'il continue comme ça, il va finir par perdre la place de la 3e place sur le podium. Pour l'instant, il ne l'a même pas. Il est 4e. Il l'avait avant la crevaison. C'est ça. Il va réussir peut-être, non seulement il s'est fait battre par Alex Marquez, mais il va peut-être se faire battre par Bezzecchi pour la 3e place. Et là, il reste 2 grands prix. Acosta peut peut-être passer devant. Ah, on va voir. Attention. Nouveau gagnant. Par contre, je voulais parler du rookie de l'année, donc Fermin Aldeguer, qui était victime de 2 chutes, dont une très impressionnante. Tu nous as ramené les images. Et ensuite, il a été déclassé. Explique-nous. En tout cas, déjà, l'image qu'on voit, elle est incroyable. Déjà, il tombe avant. Il tombe. Il rentre. Et puis, on va voir là. Il rentre et quand il tombe sur la piste, et quand il rentre dans le box, il s'en met une. Il la met par terre, c'est absolument. Je crois qu'il est quand même bien aidé. On va revoir. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, en fait, c'est du jamais vu. Et là, si vous regardez bien, ils sont pas contents du tout, les mécanos. Parce que là, ça aide pas. Ça. Ouais, pour moi, il se met sur le côté. Donc ça, c'est une erreur. Il se met en Amazon. Mais derrière, il le pousse. Allez, vas-y, il se met sur le côté pour quelle raison? Parce que la moto, elle doit être sacrément endommagée avec la chute qu'il a prise. S'il n'est pas tombé avant, il rentre pas comme ça. Mais ça, c'est du jamais vu dans le garage. J'avais jamais vu ça. Ouais, c'est étonnant. J'arrive pas à comprendre. Là, moi, je l'ai pas vu cette image-là. On a l'impression qu'il est en poussette, la voiture. Non, il est en poussette, ça c'est sûr. Il revient depuis les box, depuis le paddock. T'imagines si tu promènes ton bébé en poussette? Pas avec lui, tu le sors pas comme ça. Non, mais il a dû perdre l'équilibre. On voit s'il est en Amazon. Oui, non, mais il est en Amazon. Et le problème, c'est qu'il y a le mécano derrière qui pousse. Et le problème, c'est qu'il y a de l'angle. Et là, il y a rien pour la redresser. Mais surtout, il reste 2 mètres, quoi. Enfin, pourquoi il pousse chelou? Bref. Il voulait gagner du temps. Bon, écoutez, en attendant, j'ai eu la chance de le rencontrer juste avant le Grand Prix de France où il a fait podium les 2 fois. Depuis, ça a été le déclic. Il est Rookie of the Year, alors qu'en début d'année, avant le Grand Prix de France, qui aurait dit que ça n'allait pas être Agura? Agura, depuis le Buriram, il avait été excellent. Il est Rookie of the Year. L'équipe a le frère Marquez qui est vice-champion du monde. Ils sont meilleur team indépendant. Ils ont tout raflé. Franchement, Nadia Padovani, chapeau cette équipe. Il y a la bonne ambiance. Et il est prometteur, Aldeguer. Et après, donc, pour la course longue... Et oui, il était déclassé. Il s'est fait déclasser pour ce fameux problème qu'il y a toujours de la pression des pneus.
Ah, toujours. Il a perdu. Ça a permis à Fabio Quartararo de remonter d'une place, d'ailleurs. Exactement. Voilà, Parce qu'il était en embuscade, mais... C'est qu'après course, il n'avait pas la bonne pression. C'est ça. Déclassement. Mais ce sont des raisons de sécurité. Oui, sécurité, oui. En Formule 1, c'est pareil. Exactement. Ils sont imposés par Michelin. Sauf que j'ai pas l'impression qu'il y ait très souvent des déclassements en Formule 1, j'en entends pas. C'est arrivé une fois. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est arrivé une seule fois. Alors, c'était une quand fois. Je ne me souviens même plus, mais je sais que c'était des cas. Oui, une seule fois. Parce que nous, le problème, c'est que ça devient récurrent. Quoi. C'est ça. Bah oui, mais... Vous vous souvenez de la course de Bouriram où Marquez est obligé de, je parle de Marc, de se mettre derrière son vrai parce que lui, il est malin. Il a fait le temps ou je ne sais pas. C'est pas ça, c'est qu'en fait, ça dépend aussi, ça fait partie de la stratégie. Il faut se dire, est-ce que je vais faire la course dans le peloton ou est-ce que je vais faire la course en tête? Si on fait la course en tête, on part pas avec la même pression que si tu es dans le peloton. Parce que dans le peloton, ça chauffe et donc les pneus montent en pression. Et là, ça te change la donne, quoi. Ça, c'est arrivé à un célèbre Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, où les Pirelli ont échappé. Oh là là 2011. Ah oui, tout le temps. Et après, on a dit non, mais ils ne respectent pas la pression. Donc, pression obligatoire et ils doivent la respecter. Je pense que c'est une bonne décision. En tout cas, si Piero Taramasso et toutes ses équipes stagiaires disent que c'est pour une raison de sécurité. Oui, bien sûr. Je vous rappelle qu'en Malaisie, on avait une chute de Loris Baz à 300 km/h, qu'il y avait eu des pilotes qui sont tombés. Michele Pirro, je commentais avec Dario Marchetti, son copain, au Mugello, c'était horrible. Shinya Nakano. Shinya Nakano aussi, voilà. On n'a plus d'accident. On va parler en Moto 3, évidemment. Non, mais c'est pas pareil. dû aux pneus, c'est ce qu'on veut dire. Et c'est vrai qu'il y a cette raison-là, mais voilà. Dernière chose. C'est vraiment. Dernière chose, a priori, quand il était complètement au fond du trou, Michele Pirro, qui est quand même il y a 40 ans, volontairement, quand il était revenu sur une course sprint en Indonésie, a priori, il ne l'aurait pas doublé volontairement pour ne pas l'humilier, Pecco Bagnaia, quand il était au fond du trou. Ah ouais? Oui. Là, c'est pour vous dire, non mais c'est le yo-yo, un point. C'est monstrueux. C'est même difficilement explicable pour Bagnaia. Ouais. On parle de Gresini, tu me disais qu'elle a remporté toutes les récompenses annexes, tu parles de quoi? Le titre de Rookie of the Year pour oui, c'est ça, ouais. le titre des indépendants. Et donc, avec des Ducati, ne serait-il pas meilleur que la VR46 du coup? J'ai fait exprès de pas en parler, je l'ai vu sur l'édito, je voulais pas le dire. Ils sont meilleurs que la VR46. Ils sont passés devant la VR46. Et vous savez ce qui s'est passé il y a 10 ans? Je sais pas, à Sepang, je sais pas, il y a un truc, non? Alors là, justement, il y a eu une sacrée polémique et Pecco Bagnaia, notamment, était un des premiers à protester. Le jeudi, ils ont eu la riche idée de diffuser le documentaire sur les 10 ans du clash entre Marquez et Valentino. Et c'était le jour de l'anniversaire de la mort de Marco Simoncelli, qui était le protégé de Valentino. Voilà, c'était ça. Donc là, ça a toussé. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'à la différence de nous, les journalistes qui étions sur place, qui n'hésitons pas à dire ce que nous avons vu, ils ont essayé, la Dorna, d'interviewer. Alors en plus, il y a le frère de Valentino Rossi, il y a le frère de Lex Marquez, donc les deux frères des deux protagonistes. Mais même les autres, personne, ils n'ont pas pu. Ils ont fait du Lewis Hamilton après le Grand Prix du Mexique. Il n'y a que Johan Zarco. Personne. Effectivement, il n'y a que Johan Zarco qui a un petit peu donné son avis. Mais les autres, c'était incroyable. Moi, je dois dire quand même que là, c'est vraiment chercher les ennuis, quoi. On va aller demander aux frères de Valentino Rossi et aux frères de Marc Marquez ce qui s'est passé. À un moment, on se doute bien qu'ils vont pas parler. Enfin, franchement, je suis journaliste, mais je suis quand même pas né de la dernière pluie. Je veux dire, à un moment, on sait bien qu'ils vont pas parler. Donc ça m'a moyennement choqué. Du coup, on a un peu rigolé en disant ah oui, ils ont perdu la mémoire, ils sont amnésiques. Ah non. Voilà. J'aime bien Morbidelli qui dit alors moi, si vous me demandez. Moi, je peux en parler si vous voulez. Bon, je ne vais pas en parler, mais je peux le faire si vous me demandez. Et du coup, il a parlé totalement autre chose. Il a dit, ouais, c'est la passion, etc. Ouais. Non, personne ne veut parler de ça. C'est normal. Mais là, c'est vrai que ça commence à faire un peu trop redondant ce week-end. On est bien d'accord. Oui, les pilotes ne pouvaient pas rappeler qu'une nouvelle fois, Valentino Rossi a perdu ses nerfs en conférence de presse et qu'il avait mis un coup de pied à Marquez pour le faire tomber. Et que l'autre allait se venger. Voilà, tout ça, on ne le dira pas. Je savais qu'il allait dire une connerie. C'est pas une connerie, c'est la vérité. Tu vas nous parler de Pedro Acosta et de Joan Mir. Alors, Pedro Acosta, d'abord, il doit se dire, mais caramba, c'est pas vrai. Il voit Raúl Fernandez, qui à un moment était 15e, d'ailleurs, le gars qui a gagné l'Australie, qui lui a encore pris une victoire sous le nez. C'est incroyable. Il doit se dire, je vais jamais y arriver. Et là, il est 2e. Ça va venir, ça va venir. Il est quand même fort, parce que les KTM, derrière, Rémi, t'as vu, elles sont pas trop là ce week-end. Lui, c'est vraiment le seul qui surnage, et ça tombe bien, c'est le Piranha de Murcia, donc c'est bien. il va y arriver. Il va y arriver. Avec une autre moto, il n'est pas patient parce qu'il a un sacré caractère. Ce qu'il disait d'ailleurs, c'est que quand les pneus, pour lui, sa déclaration, je vais le citer, quand il va y avoir les nouveaux pneus et les nouvelles machines en 2027, ça va être une loterie totale. C'est vrai. Il ne sait pas, lui, pour l'instant,
dans quelle équipe il faudra être à ce moment-là. Pour l'instant, c'est clair et net, on l'a bien compris, Marc l'a bien compris, il faut être sur Ducati. Tout à fait. Ce que Fabio, malheureusement, n'a pas fait. Mais là, en 2027, difficile à dire. C'est vrai. Pour l'instant, par exemple, il ne faut pas être sur la Yamaha. Il vaut mieux, à la limite, être sur la Honda. Ouais, je vais dire. Ou justement, parce que Johan Mir, a fait sur lequel tu vas lancer, Johan Mir, 4 Grands Prix de tournée outre-mer, 2 podiums. C'est vrai. Et là, franchement, merci Jojo, merci Johan pour le boulot. Travail de développement, mais il ne faut pas oublier que lui aussi a été 2 titres champion du monde, qu'il a été champion du monde MotoGP notamment. C'est vrai. Et que ça ne doit pas être une passe. Il a quand même dévoilé ça, je ne le savais pas. Il y a eu un très très beau documentaire, une belle interview de nos confrères de Canal avant la course. Et il y a 2 ans, il a failli arrêter sa carrière. C'est vrai, Jules de Rome lui a posé la question. Il a failli arrêter sa carrière, Donald. Tellement c'était difficile, quoi, d'être avec cette moto qui ne fonctionnait pas. Donc on voit que surtout le métier de tout le pilote. temps. Là, il chute un petit peu moins, ça va mieux. Et Johan Mir, vraiment, est solide et il a tenu la maison. Quoi. Une moto qui peut chuter plus que les autres, c'est ça que vous êtes en train de m'expliquer ou C'est difficile d'aller chercher la limite, en fait. C'est le problème. C'est que Tu parles de la Honda, là. Ouais, elle prévient pas. Le high-side, c'était Marquez, il s'est fracturé à cause de ça. Mais, ouais, alors il y a le high-side, mais il y a aussi Mir, et cette année... il est mieux, là. Il a pas... Non, il est mieux. Ce que tu es en train de dire, aller chercher la limite, le seul... On ne va pas parler du pauvre Chantra qui va à la Mondial Superbike et qui a perdu son guidon depuis longtemps et qui est toujours... alors, il n'était pas dernier parce qu'il y avait les pilotes essayeurs là, ce week-end. Mais le seul en ce moment qui ne peut plus aller chercher la limite parce qu'il a perdu la confiance... C'est Johan Zarco. Parce qu'il a fait 28 chutes, c'est Johan Zarco. Justement, ouais. Je parlais de Zarco et de Quartararo, ça donnait quoi Fabio, c'est pas si mal que ça. Du coup, avec le déclassement, je crois qu'il a fait... De Aldeguer, il a fait 4 et 5. Hein. Ah ouais. Exactement. Donc 4 et 5. Et alors, c'était pas mal pour la course sprint pour Johan qui prend des points. Et en revanche, il y a eu 3 tours de trop et il s'est fait passer par 4 pilotes, hein, je crois. Donc du coup, il finit 12e. Au lieu de 8. C'est super dur. Le mec qui a été champion du monde aujourd'hui. On est content qu'il fait 4 Il y a une chose qu'on n'a pas dit. Et Dieu sait que les commentateurs ont insisté sur toute la présentation. Ce qui était très important sur ce Grand Prix-là, c'était la gestion des pneumatiques. Et normalement, il est très fort pour ça, Johan. C'est là où on voit qu'il est vraiment en difficulté avec cette Honda LCR, parce que d'habitude, c'est un de ses points forts. On s'attendait à ce qu'il soit mieux que ça. Est-ce qu'en moto, on peut avoir un phénomène comme un châssis qui finalement est pas usé, mais un peu tordu, qu'on remonte à chaque fois correctement, etc., mais qui n'est pas tout à fait franc du collier? Je dis ça parce qu'à un moment donné, pour Piastri, les derniers Grands Prix, je me dis, il a peut-être un problème sur son châssis, sa coque de McLaren. Ça peut, ça reste un sport mécanique. C'est arrivé, Senna Prost, c'est arrivé pour l'un et pour l'autre. Maintenant, est-ce qu'en moto, ça peut arriver? Est-ce que c'est démonté, c'est remis au fil, etc. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup moins de travail depuis qu'il y a l'électronique sur les MotoGP que sur les autres catégories. Ouais. À l'époque, les mécaniciens sur 125, 250, ou même les 500 de l'époque, là, il y a beaucoup moins de travail, heureusement. D'accord. Mais j'ai jamais entendu trop parler de problèmes de châssis. Il peut y avoir, mais c'est vraiment rare en MotoGP. C'est juste question. Eh bien, très bien. Tu as une très bonne nouvelle, mon cher Rémi. Attends, je retrouve ma puisqu'on a fiche. parlé Johan Mir, qui a été champion sur Suzuki quand même. C'est vrai que c'était le dernier champion du monde sur Suzuki. La bonne nouvelle, c'est qu'ils reviennent en 2027, mais en World Superbike. Alors, je suis en World Superbike sur les 2 derniers week-ends et à Jerez, qui je vois pour remettre la montre de la pole position? Yukio Kagayama. Pour ceux de chez Alstar, l'équipe de Francis Bata qui connaissent l'histoire, là on est sur la grille, j'ai fait une danse du Kagayama, c'est un garçon, j'étais tellement content de le voir. Et puis je l'ai revu ensuite dans le paddock, on l'a revu avec les gens de marque VDS, on l'a revu dans le garage que gère l'ex-femme de Sylvia de Pirovano avec ses 2 filles. Et puis en fait, il y a 2 jours, Patricia Bata, mère de Benjamin qui travaille pour l'hospitalité Subaru et femme de Francis Bata, m'envoie un lien, je regarde et je vois Yuko Kagayama 2027, le retour de Suzuki en Mondial Superbike, avec en plus éventuellement Troy Corser, double champion de Superbike, dont un titre avec l'équipe Alstar. Et donc du coup, c'était un lien moto-sprint, donc ça a été sorti dans la presse italienne. Donc là, pour le coup, j'ai appelé Dario Marchetti, il m'a dit effectivement, oui. Et il dit d'ailleurs, je suis un petit peu étonné, parce que avec quelle moto? Et oui. Parce que pour l'instant, ils ont une relativement bonne moto en endurance. Ah bah c'est clair, avec le CERT. Voilà, mais pour le... Donc, voilà. Rémi, comment... le Superbike, je le survole de loin grâce à toi, mais comment GSX-R,
comme une bécane de ouf. Comment ils ne peuvent pas être tous les ans en Superbike? Enfin, c'est l'ADN de Suzuki. D'accord, mais le problème l'argent. Oui, je suis d'accord, mais bon. C'est pour ça qu'ils ont quitté le MotoGP. Ils sont quand même à une. Oui, mais le MotoGP, à la limite, mais Superbike, c'est comme les. Ils gagnaient beaucoup. Quand ils ont quitté le MotoGP, ils avaient 2 super pilotes, parce qu'il y avait Rins. Ils étaient au sommet. Ils ont arrêté quand ils étaient au sommet. Il faut savoir que. Je vais essayer de t'expliquer. Honda, c'est ça, c'est le premier constructeur mondial. Après, tu as Yamaha, tu as Suzuki, Kawasaki. Là, tu as Ducati, parce que Ducati à Bologne, c'est pas grand-chose. C'est ça où c'est incroyable, ce qu'ils font Aprilia, les Italiens maintenant KTM. Mais Honda, c'est énorme par rapport en termes de volume. À Suzuki. C'est énormissime. Mais bon, quand même, le GSX-R, ça a toujours été. Oui, mais il t'a répondu en même temps que je sais, mais c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais pourtant, c'est quand même. Oui, ok, c'est le nerf de la guerre, mais c'est la vitrine, quoi. Mais faut bien les engager. Faut bien les engager, ces machines, parce que c'est pas, tu la prends pas chez le concessionnaire et tu l'engages pas comme ça. Regarde BMW, le nombre d'années qu'ils sont. Ils ont failli, ils ont mené à un moment le championnat furtivement avec Marco Melandri, vice-champion du monde MotoGP derrière Rossi, qui a gagné des tas de grands prix, et ils l'ont pas eu. Ils sont arrivés avec la plus grosse hospitality du paddock. Ils ont mis des années. S'ils n'avaient pas eu la star, la légende Toprak Razgatoglu, ils auraient peut-être jamais gagné. Et ils vont peut-être ne plus jamais gagner. Donc tu peux pas investir comme ça de l'argent. Oui, mais personne n'attend. Remets-toi en 99. Personne n'attendait les BM, enfin, ils n'ont jamais sorti de sportive. Les GEX, tu avais des GEX 1100, GEX 1000, on a tous eu des GEX 1000. Francis Bata était depuis 20 ans pour prendre la Suzuki, la Suzuki All-Star, et ses plus grands succès, c'est avec la Suzuki, justement. C'est comme s'il n'avait plus les CBR, enfin, voilà, C'est vrai qu'il y en a que t'attends pas, des constructeurs que t'attends pas et qui arrivent quand même à faire des belles machines. Là, c'est vrai que maintenant, Kawasaki gagnait tout à un moment donné, ils sont plus là. Ça va, ça vient. C'est aussi alors ça. En Superbike, il y en a une de Kawasaki. Oui. Une Kawasaki Bimota. Ouais. Ah oui, alors, ça y est. Non, mais bon. N'importe quoi. On s'associe pour faire des économies. Je profite pour faire une petite pause pour dire qu'on n'a pas oublié Moto 2 et Moto 3, évidemment, avec le drive. J'espère bien. Moto 3. Mais comme l'édito est tourné de cette façon-là, on part sur les news pour parler avec toi, mon cher Anthony. Tu vas nous parler de rallye. C'est parti. Donc oui, Moto 2 et Moto 3, après cette petite pause. On va prendre des chemins détournés. Se dire, mais comment ils peuvent ne pas en parler? C'est tellement dramatique ce qui s'est passé, on ne peut pas ne pas en parler. On parle du championnat de France des rallyes et tu veux nous parler de Bonato qui établit un nouveau record. De quoi voulais-tu parler? 6e titre en championnat de France pour Johan Bonato en compagnie de Benjamin Boulou et sur la Citroën de l'équipe Trajectus Motorsport, équipée de pneus Michelin, évidemment. Et cette équipe, c'est celle de Benoît Tréluyer. Puisque Benoît a on parle de toutes les émissions de Benoît Tréluyer. Bah oui, évidemment. Absolument. Il a gagné au Mans et il est passionné de compétition. Donc il a engagé une équipe en Ligier France, il a engagé une équipe en Ligier European Series, il a cette envie de monter les échelons et peut-être de rouler avec son fils, pourquoi pas. Jules, qui est très très bon et qui fait de très belles performances. Donc on se dit, il est en piste, logique. Et puis, l'amitié avec Johan Bonato faisant, il se dit pourquoi pas aller s'engager en rallye. Et l'aventure Trajectus l'année dernière a commencé. Johan Bonato et Benjamin Boulou auraient même pu aller chercher le titre l'année dernière, mais il y a eu une blessure, il y a eu un accident, ils ont raté des épreuves. Donc ça a été très compliqué. Cette année, deuxième au Critérium des Cévennes pour conclure cette saison. Et le titre, donc, 6 étoiles pour Johan Bonato et Benjamin Boulou. C'est magnifique, c'est fantastique. Et c'est fantastique aussi pour Benoît Tréluyer et toute son équipe Trajectus. Magnifique. Ça fait plaisir, des bonnes nouvelles comme ça. On va continuer à vous parler maintenant de Dakar. Alors voilà, entre. Alors, ça va être l'occasion de pouvoir vous le dire, parce que si vous nous avez suivis l'année dernière avec Anthony, on remet ça cette année. Voilà, on sera le présent tous les jours. En janvier. Et ça va être très cool de pouvoir avoir... Du 3 au 17 au 17 ou 18. Tous les jours, on sera là et on va essayer de préparer un plateau avant, comme on avait pu faire. On espère. Bon, c'est en discussion. Avec des invités prestigieux. Mais voilà, en tout cas, le Dakar, ce sera encore ici tous les soirs. Donc ça va être très, très cool. Oui, Rémi. Il y a une info qui vient de tomber, décidément. Les spectateurs de Portimao et de Valence, ils auront du spectacle, ce sera ouvert. Mais en plus de Marc Marquez, donc c'est officiel qu'il ne reviendra pas à Valence, y compris pour les essais de la saison prochaine. Je crois. Il viendra en spectateur. Ça vient d'être confirmé. Jorge Martin ne sera pas au Portimao et très probablement pas non plus à Valence, le champion du monde en titre. Très bien. Dommage.
Le Dakar, Oui, tu voulais tout à parler fait. de Moraes et de Toyota, parce que c'est vrai que moi, du coup, Allez. c'était... Non, Moraes. Voilà Allez. pourquoi est-ce que j'étais bien décantonné toutes les mois de janvier, ça m'évitait de parler comme ça, de tes Morales, comme d'habitude. Oui, du coup, il roulait chez Toyota, c'est ça, il est champion. Et il a été champion du monde, surtout parce qu'il y a une pénalité pour Nasser Al-Attiyah. Alors, on va remettre dans le contexte. Ouais. En fait, il y a un championnat du monde rallye raid Ouais. depuis maintenant 2022 qui a été remporté à chaque fois par Nasser Al-Attiyah. Le patron. 22, 23, 24, c'est Nasser. Bon, 25, on se dit, avec Dacia, c'est peut-être Nasser. Eh ben, il était bien placé, mais il s'est raté dans le dernier rallye, qui est le rallye du Maroc, donc la 5e manche de l'année. Et ce championnat du monde W2RC, c'est pour le World Rally Raid Championship. Ah et oui, donc 2 RC, ok. 2 RC au lieu de WRC, Ah ouais. ça je trouve que c'est plutôt Ah, c'est pas bien. mal trouvé. Et ben en fait il y a une petite pénalité en fin d'épreuve pour Nasser, et c'est Lucas Moraes qui gagne avec Toyota, donc Cocorico, enfin en tout cas, je sais pas comment on dit en brésilien, mais en tout cas champion Cocorico. Cocorico pour Lucas Moraes et son équipier, sauf que patatras, quoi et ben l'année prochaine il ne sera plus chez Toyota. Quoi C'est lui qui se barre ou c'est Toyota qui l'a lourdé Non, il se barre pour Ah. aller chez Chez Dacia Dacia. Non C'est vrai. Si, ça va être le carton plein Donc, pour Dacia. attends. On a Loeb, on a Al-Attiyah, Oh là on a là. Gutiérrez et on a le champion du monde, Sans déconner Moraes. Avec la même voiture que l'année dernière qui a été améliorée. Exactement, les Sunriders. Et surtout, il va changer de copilote, Lucas Moraes. Il pique le copilote de Seth Quintero. Et donc, ils vont se retrouver. Attends, Oh, Jean-Louis, c'est comment ouf. peut-on Avec un quitter équipage. la marque Toyota pour aller pour Dacia Oh, c'est le groupe Renault, Explique-moi Dacia. ça. Non mais attention, c'est un avion le Sunriders. Hein. Non, et puis c'est l'équipe ProDrive derrière qui Ah oui. s'en occupe. Donc Ah ouais, non, c'est non. surtout ça. Eh, t'as pas un Bigster, hein. C'est avec la peut-être à en l'arrière, moto de non, non. fonction, peut-être, je ne sais pas. C'est ProDrive, on est d'accord. C'est ça. ProDrive, Non, mais il est bien sûr. énervé. Je pense qu'ils ont dû apprendre de leurs erreurs et que cette année, ils reviennent avec le couteau entre les dents. En tout cas, quatre voitures, c'est quatre incroyable. folies comme ça. Sébastien Loeb a changé de copilote. Il a fait équipe avec Édouard Boulanger, qui lui avait été champion avec Nasser Al-Attiyah. Bref, on a des changements de pilote, de copilote, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir 4 équipages de folie pour Dacia, qui veut absolument marquer le Dakar et gagner ce fameux Dakar 2026. Avec les BF Goodrich KO3. Bien évidemment. Ils seront là et on en parlera. Et on va en parler bien sûr. C'est vrai que j'ai pu couvrir le lancement du KO3 et j'ai pété un plomb. Je ne l'ai pas encore sorti sur mes réseaux, mais Ah. le pneu, c'était tellement n'importe quoi, tellement c'était de la glu. Je fais, mais les gars, vous auriez dû mettre des pneus éclatés à côté pour qu'on voit à quel point c'est un truc de fou. Ah, ça passe partout. Ah non, mais c'est de la glu, de la glu. Mais j'ai fait des belles images, je vous montrerai ça très très bientôt. Après, je reprends le cours de ton édito, mon cher Anthony, mais question qui n'est pas Ouais. prévue. Est-ce qu'il y a le retour de Peter cette année? Alors, a priori, oui, Ah. il sera. Oui, mais attention, il ne sera pas dans la grande Ah oui, Michel catégorie. Rover avec un de série. Exactement. C'est Il vrai, on l'a sera, dit. dans la catégorie Defender. C'est ça. Defender. Ouais. C'est ça, absolument. Donc C'est tous fou, avec quand même. les mêmes autos. Et c'est vrai que Land Rover est le partenaire du Dakar pour l'année 2026. Et ils ont une catégorie à eux. Et donc Peter ne pouvait pas abandonner comme ça. Il va Donc, les exploser. J'en Et ai, même en j'en marche ai bien arrière, peur. Peter, il est quand même tout en rétro comme dans Cars. J'en ai bien peur. Mais attention, parce que c'est une formule monotype, donc il faudra quand même être assez prudent. Ouais. Est-ce que oui, parce que c'est vrai C'est que justement parce que c'est une formule type. Oui, qu'il va les sera exploser. Ouais. effectivement. avant de passer sur la Moto 2, Moto 3, un pilote qui, vous le savez, j'en parlais à chaque émission, pour moi le meilleur copilote du monde, c'est Mathieu Baumel, Oui. a subi un énorme accident de la route Oui. Ouais, début de l'année. Il était en bord de route et il s'est fait renverser. Oui. Il a même Ah, pas. Il est Il pour prêtait rien. main forte à. Et il à a perdu une jambe. Oui. Oui. Il revient au Dakar en 2026 Exactement, C'est c'est incroyable. l'objectif avec Demevius. Donc, il veut se battre aux avant-postes. Il a été champion du monde en 2023. Et bravo Mathieu, parce que voilà, Magnifique, toute la force. Et il est fort, justement, Non, mais mentalement. on a tous suivi ça sur les réseaux, Oui. du crash. Mais il sait que ça sera Exactement. difficile. Hein. Oui, mais la volonté de Mathieu Baumel de revenir comme ça, c'est impressionnant, franchement. Ah ouais, non, C'était mon copilote préféré, ça l'est encore plus. Eh ben voilà. Et voilà. Non, c'est- J'espère c'est- qu'il est. c'est Et là, alors, ce qui est franchement le cadeau de la vie, ce serait qu'il gagne. C'est Vraiment, quelqu'un- c'est quelqu'un ce de- serait incroyable. C'est quelqu'un de très méritant. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est franchement se battre, avoir été ce qu'il a été, et se battre pour y rester finalement. Exactement. Avec un appareillage maintenant, ça, bravo. Bon. Ouais. La difficulté, c'est sûr que ça va être avec la chaleur, avec la gestion du sable, etc. Voilà, avec la prothèse. C'est pas simple, mais voilà, il se prépare. Et en tout cas, bravo à Demevius aussi d'avoir accepté ce défi Ça va être génial. auprès de Mathieu.
Alors, on espère que ça marchera très fort pour eux. Et voilà, nous allons partir maintenant du côté de la Moto 2, Moto 3. On revient là-dessus. Voilà, on passe sur 2 roues. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on a voulu nous mettre des barrières et des pièges. Mais c'est ça, mais... Ça aurait été trop facile. Pour tout de vous dire, que de on moto. s'en est aperçu de cette inversion-là. Le live était déjà lancé. Donc toutes les vidéos, les photos, elles étaient déjà posées au bon endroit. Et j'avais pas envie de mettre Arthur dans la sauce. Et voilà. Qui sache, non, mais où est-ce que tout est parti? Non, parce qu'après, la table ronde, tout ça, c'était pénible. Donne-nous des nouvelles de ces 2... Alors, oui, alors malheureusement, j'aimerais vous en donner plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on est en Moto 3. On est en Moto 3, le départ n'est pas donné. On a les pilotes qui vont rejoindre la grille de départ pour se placer. Et tous les pilotes peuvent être à leur rythme, le rythme qu'ils souhaitent. Peut être très rapide, moins rapide. On avait vu en Formule 1 Michael Schumacher partir à la faute en Chine en tapant Albers. Christian Albers, sur un tour de mise en grille. Oui. Ça peut arriver. Je ne non plus ce qu'a fait Adjar cette année pour son premier Grand Prix. Attention, c'est pas la même chose. Oui. C'est ça arrive. C'est un tour d'installation. Là, il n'y a même pas d'enjeu spécial. C'est pour la mise en grille là. Voilà, pour la mise en grille avant de faire le tour de. Oui, c'est ça. Donc on est vraiment sur la sortie. On est sur la sortie du box, voilà. Et il n'y a plus de warm-up en Moto 3, et Moto 2 non plus, depuis des années. Donc les motos, on ne sait pas si elles vont bien ou pas. Et c'est ce tour-là d'installation qui est finalement le garant de savoir si ça va bien ou pas. Et on a eu l'impression que Noah Detwiller regardait sur sa machine, on ne sait pas trop ce qu'il y avait, mais il était au ralenti sur la ligne de course, sur la trajectoire. Beaucoup de pilotes, voire tous, le voient, lèvent la main, et on est avant le départ, encore une fois, on rappelle. Donc les caméras filment pas vraiment l'action, on n'a même pas pris l'antenne sur Canal, quoi. Je commentais les courses ce week-end, on n'est même pas, il est 4h30 du mat, on est la tête enfarinée, et arrive derrière le leader, le champion même Moto 3, leader du championnat, pleine balle, qui devait regarder sur son dashboard et pas regarder devant lui. Attention, ce qu'il faut que tu expliques, c'est qu'il arrive... Quand on a enfin les images, il arrive, mais il est à 150 mètres, 100 mètres. J'ai jamais vu quelqu'un arriver aussi... Il arrive de très, 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 très loin. Il est à fond, je te dis. Je suis en train d'expliquer qu'il est à fond. Mais de très, 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 très loin. C'est ça qui paraît incroyable. Oui, comme un boulet de canon. D'accord. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est à pleine vitesse sur la trajectoire. Il regarde son dashboard, il ne regarde pas devant lui. Mais il n'est pas non plus à 300 km/h. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Il est rapide. Il est très rapide, il est vite quand même. Mais c'est surtout Noah Detwiller qui est au ralenti. Même si c'est 200, ça fait 200 d'écart. Ça fait 200 d'écart. Et le problème, c'est qu'on sait bien que celui qui se fait shooter, généralement, il s'y attend pas. Non. Donc, c'est ça le problème, c'est que... il était détendu. Ouais, ça m'est arrivé une fois de me faire percuter dans un anti-héros. Ce qui m'a sauvé la vie, le quart de seconde, je me suis rendu compte que j'ai eu le temps de me contracter. Là, t'es surpris, c'est comme le gars qui se fait shooter au feu rouge à 4h du matin. C'est horrible, c'est très, très, très inquiétant. Là, Noah, qui est pilote pour l'équipe CIP d'Alain Bronek, se fait percuter par Rueda. Rueda part à gauche et se fait éjecter. Et à droite, Noah part en l'air. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il est complètement désarticulé. Il va tomber sur la piste, etc. Tu peux nous dire sur la photo? En vert. En vert. D'accord. Et là, aux couleurs du CIP. Je l'ai rencontré l'année dernière. Je lui ai proposé l'année dernière en Malaisie sur ce circuit-là. Il est adorable. De venir à l'émission ici. Il est dans quel état est sa santé? On a des nouvelles de Rueda où on sait qu'il a des fractures et où il parle et il va bien. Enfin, il va bien. Il sera pas non plus à Portimao. Non, ça, on peut mais ça, le comprendre. Limite, déjà titré, c'est accessoire. Quoi. Et Noah Detwiller, lui, on n'a pas trop d'infos. On sait que l'équipe a communiqué en disant que... Motorsport dit qu'il est dans un état stable, mais critique. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, donc on n'a pas d'infos. Après X opérations. Oui. Ah oui, il y en a eu plusieurs déjà. Donc ça s'est bien passé, les opérations, mais voilà, c'est compliqué. J'en ai discuté cet après-midi avec des pilotes et des pilotes français. De toute façon, vous voyez bien, s'il s'en sort, et on l'espère pour sa famille, il va avoir de terribles séquelles. Après, du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Pourquoi ça? Il aurait de terribles séquelles, pas sûr. Avec une percussion comme ça, quand t'es désarticulé, que tu ne le sens pas venir, j'ai peur malheureusement. Alors, il y a un garçon, un pilote français, qui roulait en Moto 3 en Malaisie. Et du coup, j'ai discuté avec lui tout à l'heure. Il nous a dit qu'il viendrait dans l'émission l'année prochaine. Il travaille pour la Fédération française de moto maintenant, donc je te mets un petit peu je te donne des indices et je me dis mais attends. Du coup, j'ai appelé Jacques Hutto qui s'en souvenait pas. Je dis mais je me souviens de quelque chose d'analogue à ce point-là. À l'époque, il y avait des warm-up. Et depuis, après ce qui s'est passé, je vais vous raconter. Et maintenant, il y a une règle pour qu'il y ait des essais, qu'on puisse faire les essais de départ. C'est plus comme avant où c'était Alexis Masbou
c'est en fait à la fin du warm-up. Oui. Il veut faire un essai de départ. Et je lui dis du coup, pour essayer de comprendre ce qui a pu arriver à Ouéla, je voudrais que tu m'expliques, si c'est pas pareil, que tu n'étais pas lancé. Et il a dit en fait, je m'arrête, il n'y a personne devant moi, je veux faire mon essai de départ, je me concentre sur ma machine, donc j'ai la tête dans le guidon, et manque de peau. Stéphane Bradl, l'Allemand, vient, se place devant lui. Se met devant lui, il ne le voit pas, il part. Alors, sur le coup, nous, on est choqués, on est en cabine commentateur, on dit, mais en fait, il m'a expliqué après, il ne peut pas grand-chose. Et après ça, la règle a changé. Et il a percuté, comme ça, ils sont forfaits tous les deux. Lui, je crois qu'il est blessé au pied. Et c'est beaucoup plus grave pour Bradl. Donc, il y a eu, c'est la malédiction, de Sepang. Oui, au ralenti, une fois qu'il est lancé, il y a eu le temps de... Oui, d'accord. Là, la différence de justement, vitesse... c'est pour te dire, quand tu vois déjà en partant au ralenti les dégâts que ça a fait, sur les deux pilotes, là oui, mais tu peux être paraplégique sur un accident à 22 km/h. Oui, on est d'accord. Non, là, le vrai problème, c'est ce qu'a dit Rémi, c'est qu'il ne s'y attendait pas. Je pense qu'il y avait un souci sur la machine. J'imagine, parce que je ne comprends pas comment il peut être sur la trajectoire au ralenti. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je ne comprends pas comment Rueda... Et sur justement cette lancée, on est sur un tour d'installation. Tous les autres lèvent la main et voient qu'il y a C'est une coïncidence. Enfin, il n'a pas été sur la trage à ce moment-là peut-être, et l'autre, il l'a pas vu. Une distraction fatale. En Formule 1, les essais de départ, c'est extrêmement réglementé. Il y a eu dans le passé des accidents de ce genre. Bien sûr. Sans drame réel, mais c'est extrêmement réglementé. Ou si c'est à la sortie des stands et il y a un endroit spécial, ou bien s'il n'y a pas, on vient sur les essais. Alexis m'a dit, grâce à cette discussion, Alexis Masbou, c'est après cet incident, Alexis Masbou, Stéphane Bradl, l'Allemand, en Malaisie, qui a eu la jurisprudence, c'est que, comme en Formule 1, en moto, on est venu à faire ça. Je ne savais pas que et on le fait, et c'est obligatoire après chaque séance, justement, de faire l'essai de départ. Mais bon, là, c'est pas autre, c'est complètement différent. Là, on parle d'essai de départ. Là, ils sont pas en essai de départ. Ils sont en train de rouler pour aller rejoindre la grille. À partir du moment où tu sors des box 30 minutes avant, tu es en Grand Prix. À la preuve, il peut arriver quelque chose. Il faut faire hyper attention. Donc, on croise les doigts. On J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles sur la prochaine émission. En tout cas, son état semble stable, mais on a patienté longtemps. Il fallait prendre soin de ces deux pilotes. Et les pilotes ont été choqués. Alors là encore, Pécomania, mais beaucoup de pilotes se sont exprimés contre l'organisateur. Ils ne comprennent pas qu'on ait pu laisser les gamins, parce que je rappelle que lors de l'accident de Marco Simoncelli, quand il y a la percussion avec notamment Valentino Rossi, je pense que c'est Colin Edwards, on a annulé le Grand Prix. Il n'y a pas eu de Grand Prix. Il n'y a pas eu de Grand Prix. Il n'y a pas eu de Grand Prix parce qu'on était dans le Grand Prix. Oui, il n'est pas reparti. Mais là, c'est les gamins, ils ont quel âge en Moto 3 ? Et ils estiment que les pilotes plus âgés estiment qu'on n'aurait pas dû relancer des gamins comme ça pour faire la course après ce qu'ils avaient vu, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Il y a ceux qui l'ont vu ensuite à la télé, mais le vrai problème qu'il y a eu, c'est qu'un peu à l'instar de Imola 94, on a relancé les motos. Ça, je ne sais pas comment. On n'a pas mis le feu rouge et ils ont vu. C'est-à-dire que les pilotes qui étaient rentrés au stand ont été relancés et ont vu ce qui se passait sur la piste. C'est ça qui est horrible. Voilà. Donc à partir de là, tu peux être traumatisé quand même. Évidemment. Je suis désolé. Quand tu vois, on s'est posé la question de savoir si on diffusait ou pas ces images. Non, bien sûr. On est bien d'accord. Bon, voilà. Et attends, Moto 2, quand même, on en parle. Bah oui, mais vous êtes parti sur le Moto 3 là. Bah je sais, mais on m'a lancé sur le Moto 3. Vas-y. Moto 2. Moto 2, le duel est intense entre Morera, nouvel équipier de Zarco l'année prochaine, et Gonzalez. Il a fait craquer son adversaire, comme Norris face à Piastri. Eh bien, l'Espagnol, a craqué. Manuel, je dis quoi ? Non, tu n'avais pas dit son prénom. Ah d'accord, pardon. Manuel Gonzalez face à Diogo Morera. Et ben en fait, il y a 9 points d'écart en faveur désormais du Brésilien. Ça serait un premier titre potentiel pour un Brésilien en championnat du monde moto. Ça n'est jamais arrivé. Donc, oui, parce qu'Aleix Barros n'en a jamais eu. Et donc Morera prend l'avantage. Il lui reste donc maintenant 2 Grands Prix pour essayer de faire la différence. Il peut gagner le titre dès l'épreuve de Portimao. Mais attention, parce que Gonzalez à Portimao est très fort et ça faisait depuis le Grand Prix d'Espagne qu'il n'avait pas lâché la première place, donc ça va être très intéressant. Et qui a gagné le Grand Prix ? Jack Dixon. Mais voilà, pas plein d'émotions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a rendu hommage à son grand-père qu'il a perdu et il roulait avec un casque particulier qui évoquait justement l'Asie, qui évoquait la Malaisie. C'était un pays qu'il appréciait beaucoup et qu'il partageait avec Jake. Et tout le week-end, Jack Dixon a été au-dessus du lot. Il n'y a qu'en qualif où il n'a pas fait la pole, mais sinon il a fait record sur record. Il a travaillé tout seul pour être dans le clean air justement et ne pas avoir besoin d'aspiration.
Bravo, coup de chapeau à Jake Dixon et victoire de Marc Van Dess. On l'attend avec impatience en World Superbike, puisque ce sera le coéquipier de Somkat Chantra, le Thaïlandais, le coéquipier de Zarco. Ils seront tous les deux chez Honda l'année prochaine. Voilà, très bien. Et je profite pour dire bonjour à Malik34500 qui dit il adore cette émission, il faudrait davantage la mettre en avant via les réseaux sociaux. Et je sais pas le terme, mais retweet toutes les publications sur Instagram. On est sur Partage, Malik. Sur YouTube aussi. Racing Stream TV. Voilà. Exactement. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, on se retrouve le 17 novembre pour le débrief de São Paulo, de Las Vegas et du Supercross de l'Arena. Et la finale MotoGP. Il oublie la finale MotoGP. Ouais, mais je suis trop aux voitures, là. Et puis le SX et le SX. Eh oui. Merci, mon Jean-Louis. Merci, Rémi. Merci, Anthony. Et merci à vous qui nous regardez. On se retrouve le 17 novembre. Ciao. Ciao.